bonjour. David Niget, enseignant-chercheur en histoire contemporaine ici à l'Université d'Angers. Ravi d'être ici. Je travaille moi sur la délinquance des mineurs et en particulier celle des filles. Qui veut bien commencer? Vous voulez commencer, Salomé? David, il a été très, très cité. Oui, il a une lourde charge là. Hein, mais... Allez, c'est parti, David, c'est à vous. Merci beaucoup et j'ai été très sollicité. Merci Youssef pour ces perches tendues. Je veux bien en saisir quelques-unes, mais pas toutes. J'ai pas de réponse à tous les sujets que tu as lancés. C'était très riche, c'était très complet. Merci beaucoup pour ce panorama de finalement 30 ans d'histoire des représentations de la jeunesse. Alors je voulais moi rebondir et puis peut-être je reprendrai la parole après dans la discussion, parce que voilà, sinon je vais vous épuiser, mais sur 4 points, mais commencer par cette entrée, effectivement, moi que j'avais pas forcément identifié comme telle, c'est la question des représentations. C'est-à-dire que moi je me suis précipité d'une certaine manière sur le titre du panel, droits des enfants et ensauvagement. Alors le mot ensauvagement a clignoté comme ça dans mes yeux et du coup j'avais pas saisi cette question des représentations et effectivement c'est vrai que c'est important de repartir de là, y compris pour moi chercheur en sciences sociales, parce qu'il faut toujours aller rechercher de nouveau la question de l'interactionnisme symbolique et en particulier le travail d'Howard Baker qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, ce grand sociologue qui nous invitait toujours à dire les représentations c'est une chose, mais il faut toujours se demander qui représente et qui fabrique ces représentations. Tu as commencé par le dire, ce sont les politiques publiques, mais il n'y a pas que les politiques publiques, il y a aussi tout ce que Baker appelle les entrepreneurs de morale, qui ne véhiculent pas que des stéréotypes de manière impensée comme ça, mais qui construisent un certain nombre de figures, et en particulier des figures menaçantes, qui mettent en danger la société, pour pouvoir justement discipliner la société, investir, se lancer dans des croisades morales, dit Baker, et le terme de croisade, il n'est pas du tout indifférent, si on parle de choc des civilisations aujourd'hui, et je mets des guillemets à tout ça. Et en particulier, ces représentations des jeunes, souvent menaçants, qui sont des jeunes hommes, racisés, vivant dans des territoires ségrégués, sont à la fois très instructives de la façon dont certains veulent orienter le débat public vers certaines figures, et en même temps nous disent en creux qu'il y a des zones d'invisibilité énormes qui sont masquées par ces représentations. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas dire que voilà, une mère de famille de 40 ans peut faire du trafic de drogue. Et pourtant, ça existe. Les travaux de Marwan Mohamed l'ont bien montré récemment. On ne va pas dire non plus, et ça, tu l'as évoqué aussi, que les filles sont partie prenante d'un certain nombre de conflits liés à des phénomènes délinquants dans les quartiers, etc. Ce qui est voilà, à la fois une bonne nouvelle peut-être pour elles, parce que la justice et la police ne leur tombent pas dessus, mais en même temps sans doute une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire qu'on s'en fout, elles ne sont pas dans les radars et on n'en tient pas compte. Donc voilà, la question des représentations, elle est très importante. Qui représente, qui construit, à quelle fin, pour défendre quels intérêts, et de manière plus large, si on reprend des analyses plus générales sur la disciplinarisation des sociétés, voilà, on peut reprendre à la fois Elias, Weber, Foucault, quels sont les enjeux de pouvoir liés à ces phénomènes de représentation, c'est-à-dire qui et quels groupes sociaux en particulier vont être disciplinés, stigmatisés, mis en conformité par ces représentations sociales. C'est très important de se poser ces questions-là. Donc j'ai envie de dire, moi, dans les représentations, ce qui m'intéresse presque plus, c'est pas tant qu'est-ce qui nous est montré, mais qui nous les montre et comment et pourquoi. Et c'est très important. Et autre chose que je voulais dire et que nous enseignent les sciences sociales aussi à propos des représentations, c'est que on a le sentiment, et tu l'as mentionné, que les représentations sont produites par les politiques publiques, mais en retour, il ne faut surtout pas oublier que les représentations produisent des politiques publiques, et que il y a vraiment là un effet de bouclage, c'est-à-dire que très concrètement, l'action de la police aujourd'hui dans les quartiers, elle est orientée par quoi ? Par ces figures dont vous avez parlé. Les jeunes menaçants, ils sont
caractérisés par des représentations et ils induisent des actions des politiques publiques en retour qui sont très, très fortes. Il y a la police, il y a l'action de la justice aussi qui est orientée par les représentations. L'action du travail social elle-même aussi est orientée par des représentations très fortement. Et j'ai envie de dire, je ne suis pas là en train de faire la leçon, hein. On est toutes et tous pris dans un système de représentation qui nous masque en fait le réel d'une certaine manière. Et donc tout l'intérêt, c'est d'utiliser les sciences sociales, et moi à mon petit niveau l'histoire, hein, puisque je suis historien, pour essayer de travailler ces représentations, les déconstruire classiquement, mais aussi pas juste les déconstruire, mais se demander d'où elles viennent et quelles fins elles peuvent servir. Et un des effets que produisent ces représentations, à mon sens, c'est qu'elles produisent un certain nombre de discriminations. C'est-à-dire que, vous l'avez mentionné aussi, ce sont des stéréotypes qui sont fabriqués, ce sont des prophéties créatrices produites par ces représentations. Et ces représentations très orientées, très politiquement marquées, aussi très idéologiquement marquées, à mon avis aussi, produisent un certain nombre de discriminations à l'endroit des jeunes, et en particulier de certains jeunes. Alors je vais revenir peut-être en 4 points rapidement rebondir sur un certain nombre d'éléments qui sont à mon avis fondamentaux pour comprendre ce qui se passe. C'est le chantier qui... Ouais. Parce que des fois il y a des problèmes de micro dans ces... Ok, c'est ça. Je peux pas me faire écraser, tu me préviens. 4 points sur lesquels je voulais revenir, justement issus de ces représentations, sur ce qui est montré et à la fois pas montré. D'abord, la question de la post-colonie, qui me semble, pour reprendre les travaux d'Achille Mbembe, ou le terme d'Achille Mbembe, la post-colonie, c'est-à-dire en gros l'histoire post-coloniale qui nous poursuit et dans laquelle nous sommes toujours. Une histoire coloniale continuée en quelque sorte. Et on le voit très bien dans ce système de représentation à travers les exemples que vous avez cités, des sauvageons de Chevènement, en passant par la racaille de Sarkozy, les barbares de Cazeneuve, l'ensauvagement de Darmanin, mais aussi de Macron, je tiens à le souligner, c'est-à-dire que Macron aussi, lui aussi a... 2016. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Vers, alors là on est à l'acmé évidemment, mais là on touche vraiment, là on a vraiment une star avec Bruno Retailleau, la régression vers les origines ethniques. On est vraiment dans une continuité extrêmement forte de l'histoire coloniale, post-coloniale aujourd'hui, qui assigne un certain nombre de jeunes à leurs origines de manière extrêmement stigmatisante, traiter de sauvages ces jeunes, c'est vraiment recycler un certain nombre de stéréotypes, de discours et de violences coloniales dont la France est pas simplement l'héritière, mais l'initiatrice depuis plusieurs centaines d'années. Et nous avons cet héritage-là qui pèse extrêmement lourd sur nos épaules et qui est une violence inouïe en fait renvoyée vers les jeunes qui sont stigmatisés et traités de sauvages, c'est-à-dire de groupes qui n'ont pas eu accès à la civilisation ou qui se sont, pire encore, on a entendu aussi ce mot, qui sont victimes d'une décivilisation. Donc là, on est allé rechercher chez Norbert Elias ce terme-là, sachant au passage qu'Elias l'utilisait à propos du régime nazi en Allemagne. Donc là, on est en train d'utiliser une dénonciation d'une évolution de courants d'extrême droite à l'endroit de personnes qui sont précisément les cibles essentielles des courants d'extrême droite aujourd'hui. Donc vous voyez le retournement de sens de ce terme de décivilisation entre Elias et Retailleau, si je veux bien me permettre cet arc un peu étrange. Oui, pauvre Elias. Et donc là, on a vraiment une violence inouïe qui vraiment dans la continuité de notre histoire coloniale. Et pourtant, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la post-colonie comme Mbembe ? Et pourtant, malgré cette convocation permanente en fait de la violence coloniale dans notre présent, en réalité, je pense qu'on peut aussi
faire le constat d'un déni d'histoire généralisé dans nos sociétés à l'égard de ces questions-là. C'est-à-dire que où et quand on parle à ces jeunes de l'histoire de leurs origines, justement. C'est-à-dire qu'à la fois, on assigne ces jeunes à des origines de manière extrêmement mécanique, j'ai envie de dire, sans chercher à comprendre si vraiment ce sont leurs origines en réalité, et qu'est-ce que c'est que la notion d'origine. Mais en même temps, pour ces jeunes qui se reconnaissent aussi dans cette histoire coloniale et qui sont issus de cette histoire coloniale, où et quand on leur en parle sérieusement et dans des termes qui ne sont pas que des termes stigmatisants, mais dans des termes disons, intelligibles et qui produisent de l'intelligence collective. Où et quand, à l'école, on parle de la décolonisation en Algérie, par exemple. Où et quand, à l'école, on parle de la traite esclavagiste africaine. Où et quand on fait le lien. Eh ben, dans un chapitre un peu annexe et pas obligatoire, je ne sais pas s'il y a des collègues du secondaire ici, un peu annexe et pas obligatoire de certains cours d'histoire, de certains programmes d'histoire au collège ou au lycée, où en plus on donne le choix aux collègues de dire alors vous pouvez traiter, c'est dans l'onglet mémoire, vous allez pouvoir traiter soit de la mémoire de la Shoah, soit de la mémoire des décolonisations. Moralité, beaucoup de collègues disent je vais rester sur la Shoah, ça va être plus calme dans ma classe. Quand vous travaillez sur des territoires ségrégés, c'est comme ça que ça se passe. Donc en réalité, et on met en concurrence des mémoires, justement, la mémoire de la Shoah, du traumatisme et de la déportation des Juifs, avec la mémoire coloniale, ce qui d'ailleurs fait écho à des compétitions et des concurrences de mémoire qui sont présentes dans nos quartiers. Donc, un déni d'histoire du point de vue de la post-colonie, ça me semble tout à fait évident. Et puis, en plus, la question de l'histoire coloniale, elle est toujours un peu annexe ou périphérique, en quelque sorte. C'est un chapitre dans nos programmes d'histoire, alors qu'en réalité, il me semble que ça devrait être une question transversale. Finalement, dans tous les chapitres, on devrait parler de la colonisation et de la post-colonisation, parce que la France, et ce qui a caractérisé l'histoire de la France, c'est d'être une histoire mondiale. Une histoire connectée à des territoires coloniaux qu'elle a exploités pour pouvoir faire sa puissance, sa force politique, sa richesse économique. Il y a dans le chapitre sur l'histoire de la révolution industrielle au XIXe siècle, est-ce que vous avez déjà entendu parler du fait, quand vous étiez jeune, que la révolution industrielle n'a été rendue possible que par la traite esclavagiste ? Ce n'est que par l'accumulation de capitaux au XVIIe et XVIIIe siècle qu'on peut se lancer dans la révolution industrielle. Pourtant, quand on parle de la révolution industrielle à l'école, à aucun moment on envoie de signal du côté des populations issues de cette histoire-là en disant vous voyez, c'est lié aussi à votre histoire et au fait qu'on ait déporté massivement des millions et des millions de personnes de l'Afrique vers d'autres régions du monde qui ont pu enrichir les marchands nantais, qui ont pu enrichir les marchands rochelais et à partir desquels on a pu se lancer dans une forme de modernisation de notre économie. Donc ça, on n'en parle pas. Bref, je ne suis pas en train de faire un cours là sur le... Mais si, je me rends compte que je suis en train de me lancer dans un truc comme ça. Donc je vais m'arrêter rapidement. Mais en tout cas, donc voilà, assignation permanente aux origines et à une sorte de néocolonialisme extrêmement violent qui contraste avec un déni d'histoire parce que cette histoire-là, on n'en parle pas, on ne veut pas en entendre parler et c'est pas simplement, comment dire, un déni qui serait un oubli. C'est une volonté de ne pas déployer cette histoire dans les écoles, dans les musées. Regardez la muséographie sur cette question-là en France, elle est calamiteuse. Il n'y a pas de musée d'histoire de l'esclavage, par exemple. On va faire un musée d'histoire de l'immigration, et encore, il a fallu du temps, et il a fallu... je ne vais pas revenir là-dessus, mais ça a été compliqué, ce musée d'histoire de l'immigration. Et bref, cette histoire-là, elle reste complètement marginale. Ça, c'est un premier point. La deuxième question sur laquelle tu m'as tendu une perche, c'est la question du genre. Alors là, oula... Comment dire, j'entends quelqu'un qui rit au fond. Ça pourrait être très long et je vais m'en tenir à juste quelques éléments. Bien sûr, il y a... Et j'entends ce que tu as dit, c'est-à-dire quand on essaye d'en parler avec les travailleurs sociaux, quand on essaie de retrouver des traces de la question des filles, de la place des filles dans les représentations sociales de la jeunesse, et en particulier de la jeunesse qui va mal, pour reprendre des termes que vous avez utilisés hier, on ne les voit pas. On les voit pas. Eh ben,
déjà, ça nous dit quelque chose, le fait qu'on ne les voit pas. Hein. Ça veut, là aussi, on est vraiment sur des questions de représentation. Ça ne veut pas dire que les filles ne rencontrent pas de problème. Ça veut dire que, d'abord, il y a un phénomène d'invisibilisation, de silenciation, on dirait aussi. Et aussi des procédures ou des procédés qui font qu'on renvoie les filles vers des institutions qui sont des institutions dont on parle moins dans les médias, dont on parle moins dans les politiques publiques en général, qui sont des institutions de la psychiatrie, du soin, ou même des institutions de la justice des mineurs, mais dans lesquelles on va bien plus confiner les filles à des rôles qui sont des rôles de victimes, à protéger. Et on ne va pas nécessairement tenir compte de leurs actions et de leurs paroles de la même manière que pour les garçons. Donc ça, c'est un point extrêmement déjà intéressant. Et pourtant, ce qui me semble, là aussi, ce qui fait contraste, si on parle de ces 30 dernières années, avec cette silenciation, c'est au contraire, moi, me semble-t-il, une prise de parole de plus en plus forte. Alors, on pourrait discuter de ça parce que cette prise de parole, elle est lointaine. Hein. Avec Véronique, on travaille sur les années 50, 60 et on voit bien que les filles, ça fait longtemps qu'elles disent ce qu'elles pensent, ce qu'elles veulent pour elles-mêmes et aussi du point de vue de leur genre. Mais en réalité, il y a quand même un phénomène d'émancipation, il y a quand même un appui du féminisme de la troisième vague hein, qui commence au début des années 2000. Qui va permettre à un certain nombre de filles de prendre la parole, de s'émanciper, de revendiquer et d'assumer des demandes de droits plus fortes. Donc ça, c'est quand même une évolution historique indéniable. Et pourtant, les réponses qu'apportent les politiques publiques, la justice des mineurs en particulier, et les institutions de protection de la jeunesse, face à cette demande ou ce besoin de prise en considération de la place politique des filles dans la cité, j'ai envie de dire, c'est une forme sociologique très, très particulière, c'est la panique morale. Voilà. Face aux besoins de droits énoncés par un certain nombre de jeunes femmes qui demandent à être prises en considération, la réponse de la société, à travers un certain nombre de représentations, c'est la panique morale. C'est-à-dire ces phénomènes souvent assez brutaux et assez vifs et temporaires aussi dans les médias ou dans les discours publics sur les filles comme menaces, comme menaces pour l'ordre social. Alors ces menaces, elles peuvent prendre plusieurs figures. Ce sont tantôt les filles violentes qui vont focaliser l'opinion. En ce moment, on n'est pas tellement là-dessus, mais si on remonte le courant de l'histoire ces 20 dernières années, il y a eu parfois des phénomènes médiatiques très forts autour des bandes de filles, par exemple, ou autour des filles qui seraient devenues violentes. Et on a commenté des pseudo-chiffres de la délinquance autour d'une augmentation de la délinquance et de la violence des filles. C'est notre collègue Colin Cardy qui avait beaucoup travaillé là-dessus en sociologie. Et donc là, il y a une surréaction de l'opinion publique à l'égard de la violence des filles, avec en filigrane une sorte de double analyse. Une première analyse qui serait de dire, et ça, j'ai envie de dire, malheureusement, c'est classique dans l'histoire, elles ne maîtrisent pas leurs impulsions, elles ne maîtrisent pas leur corps, et donc elles sont capables des pires violences de manière dérégulée, d'une certaine manière. Et en même temps, une autre analyse plus politique et peut-être plus tordue, celle-ci, qui c'est de dire, ah ben voilà, ce sont les effets du féminisme qui produisent qui produisent leurs effets pervers, entre guillemets, c'est-à-dire que les filles, elles aussi, se sentent légitimes à exercer une violence publique, en quelque sorte, parce qu'on les a encouragées à faire valoir leurs droits, en quelque sorte. Donc là, il y a la question de la violence. Il y a la question de la sexualité, évidemment, qui revient toujours comme forme de panique morale, hein, s'agissant des filles. Et là... on l'a vu aussi, l'émancipation sexuelle des filles pose encore un certain nombre de problèmes aujourd'hui. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de nier la réalité sociale, et d'ailleurs je la nie jamais mais, dans mes travaux, mais bien sûr les filles peuvent rencontrer des problèmes autour de la question de la prostitution. La prostitution effectivement peut être un problème, en particulier la question du trafic d'êtres humains au sein de pratiques prostitutionnelles. Mais néanmoins, cette étiquette de la prostitution, on la pose aussi assez rapidement sur un certain nombre de comportements
que des jeunes femmes peuvent avoir, qui sont des comportements de survie parfois, mais aussi qui sont liés à une quête d'autonomie d'une certaine manière. On va considérer qu'elles se prostituent alors qu'en réalité, tout simplement, elles essayent de gagner une forme d'autonomie, de marge de manœuvre en quelque sorte. Et ça aussi, ça suscite un grand nombre de regards paniqués. Et puis la troisième figure de la jeune fille, et ça c'est un peu nouveau par contre, d'un point de vue historique, la jeune fille menaçante, c'est la jeune fille radicalisée. Et là on recroise la question de la laïcité. Et là cette figure de la jeune fille radicalisée, celle qui va partir faire le djihad et partir en Syrie, par exemple, il y a quelques années, où... elle comporte cette figure là aussi des facettes assez parfois étonnantes ou qui questionnent. À la fois, on va montrer effectivement, enfin, on va dire que ces jeunes filles sont en quelque sorte là aussi assez irrationnelles dans leur choix et se laissent, comment dire, emporter par une idéologie religieuse et deviennent finalement plus fanatiques que les hommes. Et en même temps, on va souvent décrire ces jeunes filles comme soumises à l'emprise d'un homme, et en particulier de leur compagnon, qui va les entraîner sur la voie de la radicalisation. Donc là aussi, des ambivalences dans les représentations de la menace du côté des filles. Mais en tout cas, je pense que là aussi, pour se départir de ces représentations qui sont des représentations de peur, de panique morale à l'égard des filles, il faut tout simplement prendre au sérieux le processus dans lequel elles s'inscrivent, c'est-à-dire un processus de demande d'égalité des droits en tant que femmes. Enfin, finalement, il faut réinscrire la violence, la délinquance ou la déviance des filles dans le processus historique du féminisme pour mieux le comprendre. Et ne pas chercher à scinder, comme on le fait trop facilement, entre des mauvaises filles qui seraient à la fois irrationnelles et des menaces pour la société, et des bonnes filles qui, elles, aujourd'hui, sont des féministes en quelque sorte raisonnables, capables d'énoncer des droits, mais en même temps disciplinées, qui réussissent à l'école, etc., etc. En fait, je pense qu'il y a une demande de droit, quelle qu'elle soit. Elle se manifeste parfois différemment, y compris sous la forme de certains actes violents ou délinquants. David, je propose qu'on fasse tourner un petit peu. Qu'on fasse tourner. Je voulais. Ouais. On va dire que c'est une première intervention de David Niget. C'est ça. Mais j'ai tellement de sollicitations et tellement de choses intéressantes que, effectivement, je vais m'arrêter là pour l'instant et je garde pour la suite le reste. Merci. Voilà.